mes prochaines minutes, je vais essayer de proposer l'idée d'un nouvel ordre institutionnel sans lequel, à mon avis, il y aura le chaos en Haïti. C'est d'ailleurs le titre de ma présentation, de mon intervention. Haïti, l'ordre institutionnel ou le chaos. Car, à mon avis, la crise politique dans laquelle notre pays est plongé aujourd'hui met à jour deux conceptions différentes de la démocratie et des moyens nécessaires à une solution durable et à la construction de l'État haïtien. Donc il y a deux conceptions distinctes. Les tuteurs étrangers d'Haïti qui exercent un pouvoir qu'il faut bien qualifier de quasi-monopolistique, et bien sûr, ceux de nos compatriotes qui sont à leur solde, ceux-là adhèrent à un électoralisme démocratique, je dis bien un électoralisme démocratique, et estiment que l'avenir du pays dépend de l'organisation à plus ou moins brève échéance de nouvelles élections pour choisir des dirigeants supposément légitimes, un remplacement des autorités, entre guillemets, de transition qui sont en Haïti. Donc, ça, c'est pour la première conception. Un électoralisme démocratique. Les partisans d'un nouvel ordre institutionnel dont je me réclame personnellement croient au contraire que seul un gouvernement composé de compatriotes, de patriotes honnêtes, totalement indépendant et incorruptible pourra répondre à la crise actuelle en posant les jalons d'un nouvel ordre social, politique et économique fondé sur des règles juridiques et des institutions qui sont la clé de la stabilité du pays à court et à moyen terme. Bien entendu, dans le contexte d'un pays dominé comme le nôtre, puisque c'est ce que c'est Haïti, c'est un pays dominé, il est tout à fait légitime, il était prévisible de voir ce prétexte fallacieux développé par nos tuteurs étrangers et leurs complices haïtiens qui n'attendent que la prochaine échéance électorale pour placer au pouvoir leur poulain en donnant au mandat de ces derniers, des élus haïtiens soi-disant, un vernis de légitimité populaire, un vernis de légitimité électorale. Il est en revanche étonnant et même décevant que les intellectuels progressistes haïtiens, les médias compris, aient succombé aujourd'hui à la tentation de cet électoralisme qui n'est autre chose qu'un piège à con et que nos compatriotes se soient mis à la remorque de nos tuteurs étrangers. Eux, ils sont supposés définir les priorités nationales. Et je crois que c'est l'idée de ce forum d'amener des Haïtiens à réfléchir aux voies et moyens susceptibles de sortir le pays de la crise, pas uniquement à court terme, mais de façon durable, c'est-à-dire d'inscrire notre pays dans une forme de paix éternelle pour emprunter au philosophe allemand Emmanuel Kant son idée de paix perpétuelle. Et donc, effectivement, on n'a qu'à se référer aux dernières élections, aux dernières expériences électorales en Haïti et en particulier à l'élection présidentielle de 2010, dont l'organisation, souvenez-vous bien, avait été imposée au pays au lendemain du séisme de 2010 pour comprendre qu'aujourd'hui, ce projet électoral non seulement
matériellement impossible dans les conditions actuelles en Haïti, caractérisée par une sécurité non maîtrisée, mais aussi ce projet politique est suicidaire pour notre pays si on se précipitait à organiser des élections alors que les conditions de sécurité ne sont pas organisées. Mais en plus, je vous invite à y réfléchir. La récurrence même des crises en Haïti, leur fréquence, démontre que les élections, loin d'être la solution, sont souvent la source du problème haïtien, surtout lorsque ces élections ne sont pas bien organisées. Alors, je vais présenter rapidement quelques arguments qui démontrent qu'au lieu de se précipiter à organiser des élections qui ne seront en réalité qu'un monument électoral pour permettre à la communauté internationale ou ce qu'on appelle comme tel de désigner leurs poulains et donc de les placer au sommet du pouvoir, je vais présenter deux types d'arguments. Je vais essayer de démontrer que, dans un premier temps, que seules des institutions légitimes et acceptées de tous peuvent assurer la stabilité et la sécurité du pays. Ça, c'est ma première prémisse. Et dans un second temps, je vais essayer d'expliquer aussi que les performances économiques et le développement découlent avant tout de l'existence d'institutions légitimes. Pour le premier cas, je pose la question de savoir pourquoi Haïti devrait premièrement envisager de poser les jalons d'un nouvel ordre institutionnel et seulement ensuite envisager d'organiser de nouvelles élections. D'abord, les sciences sociales et les expériences de nombreux pays ont démontré de manière convaincante qu'au plan de la politique interne, les institutions légitimes sont les principaux facteurs qui assurent la stabilité politique et sécurisent aussi bien les dirigeants que les gouvernés. Seules des institutions perçues comme étant légitimes. On a par exemple en tête ce célèbre avertissement de Jean-Jacques Rousseau, qui en son temps devenait que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Souffrez que je vous répète cet avertissement célèbre que tout le monde connaît de Rousseau. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Souvenez-vous de votre président Jovenel Moïse assassiné en juillet 2021. Ça nous est à répéter, évidemment, à mon avis, pour faire un peu du chantage, car il se savait menacé en disant qu'après Dieu, je suis l'homme le plus fort de Dieu. Pourtant, vous savez très bien le sort que ses ennemis lui réservaient. Alors, Rousseau nous rappelle que le pouvoir fondé sur la force est toujours à la merci d'une force plus grande et celle détenteurs dans une insécurité, donc le pouvoir qui est conquis et maintenu par la force, mais aussi ses détenteurs dans une insécurité psychologique permanente. En retour, le besoin de se protéger plonge les dirigeants dans l'obsession des complots réels ou imaginaires qui, tôt ou tard, conduit aux abus et résistances de toutes sortes. Rappelez-vous,
Jean-Bertrand Aristide, quand il était revenu au pouvoir au cours des années 2000, notre collègue qui est parmi nous, que j'ai cité, Philomé Hébert, lui et moi, nous travaillons à l'époque à Radio-Vision de Moule et on sait comment nous-mêmes. Parmi d'autres jeunes journalistes ont dû fuir le pays et après il a même eu l'excellente idée d'écrire un livre quand il travaillait à RFI, l'exil, je pense, au crépuscule, quelque chose comme cela. Alors, vous voyez, et ceci, c'est pas pour faire mal paraître M. Jean-Bertrand Aristide, mais pour dire plutôt que vous savez quoi. Il a même au fait de sa popularité, il a été aussi obligé de quitter le pays. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués et ce n'est pas, si vous voulez, mon propos ici. Donc, je voulais ici, en soulignant l'importance des institutions, je voulais démontrer seulement que même lorsque vous avez une force réelle, vous n'êtes pas à l'abri d'une force plus grande qui pourrait vous défaire et que seules les institutions légitimes qui font respecter la loi sont à même de garantir la sécurité de tous et la stabilité d'une société. Bien entendu, pour comprendre cela, on n'a même pas besoin de remonter jusqu'à Rousseau, car dans la tradition de la philosophie politique haïtienne, presque tous nos grands penseurs, comme de Mesvar Delorme, Louis-Joseph Janvier, Anténor Firmin, Edmond Paul, Jean Price Mars, parmi tant d'autres, ont tous, à leur façon, articulé des pensées qui rejoignent en un sens ou dans un sens ou dans un autre Rousseau. Il y a même la même philosophie dans nos proverbes, et ils sont si nombreux que je ne pourrais pas les citer, que je ne prendrai même pas de chance pour commencer à en citer. De même, oubliez nos auteurs, nos penseurs célèbres, oubliez nos proverbes. La vie politique haïtienne même, d'hier à d'aujourd'hui, nous rappelle au quotidien ces vérités éternelles, des vérités similaires à celles de Rousseau, qui relèvent donc du bon sens. L'exemple des tontons Macoute, des Duvalier, père et fils, qui ont soumis ce pays à la dictature pendant près de 30 ans. Donc, l'exemple de ces tontons Macoute, tristement célèbre en Haïti, peut en fournir une preuve incontestable. À la chute du régime des Duvalier en 1986, ces tortionnaires ont subi les mêmes exactions auxquelles ils avaient soumis pendant des décennies la population haïtienne. Donc, du jour au lendemain, le rôle a été tragiquement inversé. Et donc, vous voyez très très bien que les autres nous traitent comme nous autres nous les traitons. Il ne connaît pas ce proverbe haïtien « bat chien, tan mettre ». Vous pouvez être fort aujourd'hui et donc vous-même devenir faible demain. Tout ceci, chers amis, pour dire que sans l'institutionnalisation de règles claires et consensuelles d'accession au pouvoir et de son exercice, la concurrence pour le pouvoir se transforme en une lutte sans merci avec son lot de coups d'État, de révoltes et de répression comme nous n'avons pas cessé de le voir en Haïti. Et donc, le défaut d'institutionnalisation aussi conduira à ce que l'intellectuel haïtien Hérold Jean-François appelle la jalousie du pouvoir. On s'impatiente donc d'arriver au pouvoir, on est pressé. Alors, nous devrions aussi nous souvenir de l'histoire d'autres pays dans notre région et au-delà
dans d'autres régions du monde pour nous rendre assez bien compte, assez vite compte que, par exemple en Afrique, les pays qui réussissent aujourd'hui le font parce que des hommes pourtant forts se sont effacés devant les institutions. Pensons à Nelson Mandela en Afrique du Sud, Jerry Rawlings au Ghana, Mathieu Kérékou au Bénin, etc. Ils savaient, ces hommes-là, comme les chercheurs l'ont démontré, que le banditisme tel que nous le connaissons en Haïti, les guerres civiles, les coups d'État, les subversions prospèrent généralement dans des contextes institutionnels instables. À cet égard, une des leçons décisives du théoricien de la politique Nicolas Machiavel, leçon qu'on peut trouver au chapitre 9 de son Prince, le fameux classique que tout le monde connaît, cette leçon demeure pertinente pour la recherche d'une solution viable, pérenne à la crise haïtienne. Je cite Machiavel. En chaque cité, il y a deux humeurs différentes. Le peuple ne désire ni être commandé, ni être dominé par les grands, et les grands désirent commander et opprimer le peuple. Machiavel, Dixit. Et donc, la seule façon d'empêcher les dominants de dominer ceux qui sont faibles, c'est de mettre en place des institutions légitimes fortes, avec une forte personnalité, capable de sécuriser ceux qui sont plus faibles. Dans leur livre de 2012, Why Nations Fail, les éminents universitaires Deron Acemoglu et James Robinson développent une compréhension similaire. Ils montrent de manière convaincante que des pays comme Haïti, qu'ils ont analysés dans ce livre, sont pauvres, précisément, disent-ils, parce qu'ils ont toujours été gouvernés par une poignée d'élites égoïstes qui ont organisé la société pour leurs propres bénéfices au détriment de la vaste majorité des gens ordinaires. Donc, je cite deux éminents intellectuels universitaires américains qui ont analysé des dizaines et des dizaines de pays dans le monde, dont les cas haïtiens et dominicains. À l'inverse, nous font-ils remarquer, Acemoglu et Robinson, des pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis sont devenus riches parce que leurs citoyens ont, à un moment donné, renversé les élites qui contrôlaient le pouvoir et créé une société où les droits politiques étaient beaucoup plus largement répartis et où le gouvernement était responsable et réceptif aux citoyens et où la grande masse des gens pouvait tirer parti des possibilités économiques. Voilà le défi qui incombe à notre génération. Alors, je pourrais encore aller plus loin dans le développement de ce point, mais j'ai déjà épuisé 15 minutes, mais 25. Je vais laisser les autres arguments pour passer maintenant à l'argument économique. C'est-à-dire pourquoi, d'un point de vue économique, dans la recherche de la prospérité, Haïti n'a d'autre choix que d'inscrire son avenir dans un cadre institutionnel cohérent. Au plan économique, en effet, de nombreuses études mettent l'accent sur le facteur institutionnel, inspiré notamment des travaux des institutionnalistes américains du début du XXe siècle et des auteurs des études qui allaient révolutionner notre compréhension de l'économie et du rôle qui jouent les règles, surtout dans les pays en développement. Et notre bon ami Thomas Lalim, qui tient depuis plus d'une décennie une chronique
dans le Nouvelliste, chapeau à Tom, il revient régulièrement sur le poids du facteur institutionnel si l'on veut véritablement donner une chance de prospérité à Haïti. Et vous vous rappelez sans doute, et ce n'est pas ici un universitaire enfermé dans sa tour d'ivoire qui parlait, mais le président Obama. Si le président Obama a déclaré dans son discours d'Accra, discours d'Accra au Ghana, que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes, c'était pour souligner le fait que la variable personnelle est beaucoup moins déterminante pour le devenir économique des nations que la qualité des règles et institutions qui régissent les interactions politiques et économiques y prenant place. Je me réjouis donc que l'Observatoire qui organise ce forum a fait sienne quelques idées que j'ai mises de l'avant dans mes discussions avec Guillaume, et aujourd'hui avance l'idée de la conclusion, comme je l'ai moi-même proposé à Guillaume dans nos discussions, la conclusion d'un pacte de gouvernance, idée à laquelle je vais revenir vers la fin dans quelques minutes. Alors, les économistes savent, nous parlons d'économistes, même pas de politologues, ce que je suis moi-même de formation. Les économistes savent bien la place prise depuis quelques années dans cette discipline par ce qu'on appelle l'analyse économique des institutions. Donc, il faudrait qu'il y ait un chantier intellectuel qui s'ouvre dans l'urgence en Haïti si l'on veut savoir comment remettre ce pays sur les rails et non écouter toutes les inepties qu'on débite à longueur de journée dans les discussions et sur les ondes en Haïti. Et je vous prie de m'excuser, je ne le dis pas par arrogance ou par snobisme, mais plutôt par patriotisme. Nous devons avoir écouté ceux qui ont fait moi, je ne parle pas, je ne fais pas référence aux études réalisées par des politologues, mais par des économistes. Alors, si cette école a pris, je vais répéter pour vous que vous l'écoutiez très bien, les économistes savent bien la place prise depuis quelques années dans cette discipline par ce qu'on appelle l'analyse économique des institutions, école qui a valu, par exemple, un prix Nobel à plusieurs de ses adeptes. Si cette école a pris de l'importance, c'est parce que les chercheurs se sont rendus compte du rôle capital joué par des institutions telles que les droits de propriété, les règles commerciales ou les codes des investissements. Un rôle de loin supérieur à celui joué par la culture, un homme providentiel ou même les gros investissements financiers. Ce n'est pas tant la géographie d'Haïti, le climat, ce n'est pas tant la culture ou le vaudou, c'est la variable institutionnelle. Donc, d'une part, les institutions réduisent l'incertitude et les coûts de transaction pour les milieux d'affaires et permettent un fonctionnement plus efficace du système économique. D'autre part, et surtout, les institutions créent la confiance sans laquelle ces mêmes milieux d'affaires deviennent nerveux et fuient le pays comme nous l'expérimentons en Haïti depuis maintenant des décennies. Vous n'avez qu'à comparer Haïti avec la République dominicaine. Quand vous allez en République dominicaine, si vous êtes un bon patriote haïtien, vous pleurez. Eh bien, la différence, comme je l'ai dit à mon ami Guillaume Amboise, c'est qu'à un certain moment, la République dominicaine a décidé d'organiser le dialogue national. Le dialogue national est arrivé à la conclusion d'un pacte de gouvernance qui fixait la responsabilité, les règles du jeu et les limites de tout le monde, et qui aussi était assorti d'un pacte de gouvernance. J'entends des intellectuels haïtiens comme Hérold Jean-François aujourd'hui préconiser, comme s'ils nous écoutaient dans ce forum, la conclusion d'une haute autorité de surveillance pour, si vous voulez, plus ou moins discipliner
nos dirigeants, les acteurs haïtiens, nous n'avons pas cette réputation de discipline. En outre, pour que ces institutions économiques jouent leur rôle, elles doivent être insérées dans un environnement institutionnel national démocratique qui recueille l'adhésion de la population et des secteurs organisés comme les partis, les syndicats et les associations. Des auteurs de la Banque mondiale, vous allez vous en étonner, ont examiné l'impact d'un bon ou d'un mauvais cadre institutionnel en présence de bonnes ou de mauvaises politiques économiques. Des quatre combinaisons possibles. Il ressort qu'aux deux extrêmes, de mauvaises politiques économiques, tenez-vous bien, dans un mauvais cadre institutionnel, mène à une croissance négative. Alors que de bonnes politiques économiques, dans un bon cadre institutionnel, donnent un résultat optimal. Si j'avais le temps, j'aurais répété cette phrase 10 fois pour qu'on la mémorise. Mais le plus intéressant est que de mauvaises politiques économiques, dans un bon cadre institutionnel, conduisent à des performances appréciables, alors même qu'avec de bonnes politiques économiques, les performances sont médiocres si le cadre institutionnel est mauvais. Il en découle que même si un pays s'en remet à un homme providentiel brillant et travailleur, en l'absence d'institutions auxquelles les gens adhèrent, il est difficile de créer de la richesse. De plus, si on en créait, non seulement ces institutions ne seraient pas optimales, mais plus grave, ce que l'homme providentiel met 15 ou 20 ans à bâtir peut s'effondrer en peu de temps dès qu'il quitte la scène en l'absence d'institutions fortes qui empêchent les excès et la prédation. Haïti en sait quelque chose. Dans notre pays, si les réalisations de nos dirigeants et les réalisations même maigres ne leur survivent pas, c'est en grande partie parce que l'édifice ne repose pas sur les épaules d'institutions crédibles. Combien de maisons ont volé en fumée? Combien de supermarchés ont été incendiés? Combien de personnalités ont été tuées? Quelle quantité de capitaux ont fui le pays en raison de ce climat institutionnel? On peut objecter que dans certains pays comme en Chine, eh bien, on a réalisé la richesse économique sans ce cadre institutionnel dont je parle. Cependant, même dans ces pays, on commence à comprendre l'importance de ces institutions et on commence, y compris en Chine, pays que je connais pour avoir fait une thèse de doctorat sur la politique, plus ou moins sur la politique étrangère de ce pays, alors pays que je connais plus ou moins puisque la Chine en soi est une immensité. Alors, il en résulte, en guise de conclusion, qu'aujourd'hui, seul un gouvernement de transition, c'est ma conclusion et c'est là-dessus que je voudrais que vous me permettiez d'insister et ça me prend 2 petits paragraphes, s'il vous plaît. Si vous êtes encore avec moi, si je ne vous ai pas saoulé encore, je vois que Bob est déjà endormi, il est en train de faire des rêves de vagabondage éphémère. Alors, il en résulte qu'aujourd'hui, seul un gouvernement de transition composé de patriotes honnêtes et intègres, réputés, totalement indépendants et incorruptibles, pourra aider à trouver une réponse à la crise haïtienne. Je vous l'ai dit d'entrée. C'est à cette seule condition que le pays pourra mobiliser ses propres ressources pour organiser un dialogue interhaïtien, je dis bien interhaïtien, conclure un pacte de gouvernance sur 25 ans, assorti d'un mécanisme de mise en œuvre, c'est-à-dire composé par de véritables sages, rédiger une nouvelle constitution qui fasse consensus avant d'organiser. Vous voyez la place de l'organisation des élections dans
dans ma façon de voir les choses. Tout ça avant d'organiser de nouvelles élections, et encore, il faut que ces élections soient crédibles. La transition maintenant, eh bien, on a vraiment, on nous a empêché de nous prendre en charge et d'organiser cette transition. Eh bien, Pierre-Raymond Dumas n'a-t-il pas dit que la transition n'en finit pas? Eh bien, c'est, à mon avis, la recette pour y mettre fin une fois pour toutes. Alors, cette nouvelle phase de la transition pourrait encore durer entre 2 et 3 ans, et les tâtonnements seront inévitables. Je ne vous promets pas que tout ira vraiment comme sur une voie royale, loin de là. Mais seule une conférence nationale fondatrice, dans l'idée proposée depuis un temps par Thionnet Delpé de regretter mémoire. Et donc, non des élections bâclées, seule une conférence nationale fondatrice pourra être le point de départ viable vers une véritable paix, condition du développement durable d'Haïti et de sa prospérité trop longtemps reportée. Alors, chers amis, voici les idées que j'avais à proposer au forum. Ce sont des idées qui ne sont motivées par aucun intérêt personnel, aucun intérêt mesquin. Je n'ai jamais été un homme partisan. Je n'ai jamais été impliqué dans quelque initiative partisane que ce fût. Je ne parle que de ce que j'ai pu apprendre avec les chances qui ont été les miennes, et ces idées, je les mets de l'avant aux fins de discussion dans le cadre de ce forum et au-delà. C'est pourquoi je tiens, mes derniers mots, à remercier sincèrement mes collègues de l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance, forum observatoire dont je suis bien entendu membre, et je vous souhaite vraiment un très fructueux forum pour les 2 jours à venir après aujourd'hui, et nous ne souhaiterons pas chance à notre pays, mais que les idées, les bonnes, soient prises en compte pour vraiment mettre notre pays sur le rail. Et une fois pour toutes, je vous remercie.